Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Rému. Jules Auguste Murer voit le jour le 18 décembre 1883 à Toulon, une ville à laquelle il voue une affection profonde. Épris d'une liberté indomptable dès son plus jeune âge, il dédaigne les bancs de l'école pour les rues animées de sa ville natale, se livrant à des batailles juvéniles qui le mènent finalement à l'exclusion. Ses parents, désemparés, le dirigent alors vers une institution destinée aux âmes troublées. Pourtant, c'est dans les éclats de rire et les murmures des spectacles qu'il trouve son refuge, attiré par les feux de la scène et les promesses de l'art dramatique. Mais le destin, parfois cruel, intervient sous la forme d'une tragédie. La mort soudaine de son père, alors qu'il n'a que 15 ans, réveillant en lui l'appel irrépressible de la vocation artistique. Débutant sous le nom de Raloum à l'âge tendre de 16 ans et demi, il arpente les cafés-concerts et les guinguettes à matelot de sa Provence natale, mais ses premiers pas sont marqués par l'échec, entravés par une voix mal assurée. Engagé par la modeste troupe de Lory-Laure, il tente sa chance lors d'une brève tournée en Afrique du Nord. Cependant, la roue de la fortune ne le suit guère, le forçant à embrasser divers petits métiers, dont croupier au casino d'Aix-les-Bains et commerçant. Pourtant, son désir ardent de briller sur scène demeure, et sous le nom de Rému, il fait ses armes au théâtre de l'Alhambra à Marseille, gravissant peu à peu les échelons de la notoriété dans l'univers du comique troupier. C'est sous les ailes bienveillantes de Félix Mayol, monstre sacré de la scène et directeur de music-hall, que la carrière de Rému prend son envol. Repéré pour son talent incontestable, il est convié à Paris pour rejoindre les revues du célèbre Concert Mayol. De la Cigale aux Folies Bergères, il illumine les scènes parisiennes de son charisme et de sa verve comique, devenant une figure incontournable des cafés-concerts et des music-halls de la capitale. L'appel de la patrie se fait entendre lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il est mobilisé au sein du 15e escadron du train des équipages militaires. Lors d'un de ses premiers contacts, il est enseveli sous une sape. Contraint à quitter la vie militaire pour des raisons de santé, il retourne à la vie civile. C'est André Spinelli, étoile éclatante de son époque, avec qui il entretient une liaison, qui lui offre ses premiers pas sur les planches du théâtre Michel en 1915, dans la pièce intitulée « Plus ça change ». Par la suite, c'est Sacha Guitry qui lui confie son premier rôle d'importance dans la pièce « Faisons un rêve » en 1916, marquant ainsi le début d'une ascension fulgurante dans le monde du théâtre. Sa présence remarquée dans des productions telles que L'École des cocottes, aux côtés d'André Spinelli, Le Roi de Flair et Cavaillé, ou encore Le Blanc et le Noir de Sacha Guitry, confirme son statut d'acteur de talent. Sous la houlette de Léon Volterra, mania du divertissement parisien, propriétaire de prestigieuses salles de spectacle telles que le Casino de Paris, le Théâtre de Paris et le Théâtre de Marigny, Rému connaît le succès dans des revues satiriques, incarnant avec brio le personnage du forçat, symbole des scandales financiers de l'époque. Il brille également dans les comédies d'auteurs renommés tels qu'Yves Mirande, Sacha Guitry ou encore Flair et Croiset. Toutefois, ce n'est qu'en 1928, lors de sa rencontre avec Marcel Pagnol, que Rému se voit offrir l'opportunité d'incarner des rôles principaux, dévoilant ainsi toute l'étendue de son talent sur les planches. L'arrivée du cinéma parlant en Europe en 1929 propulse Rému sous les feux de la rampe, mettant en lumière son jeu, sa personnalité flamboyante et sa voix méridionale tonitruante, si emblématique de sa nature. En 1929, sur les planches du Théâtre de Paris, Rému triomphe avec Marius, une œuvre de Marcel Pagnol, partageant la scène avec Oran Desmazis, originaires tous deux de Provence, l'un d'Aubagne, l'autre de Toulon. Ses compatriotes se voient couronnés de gloire et de renommée grâce à ce classique théâtral. En 1931, le succès se prolonge avec l'adaptation cinématographique de Marius, réalisée par Alexander Korda, premier opus de la célèbre trilogie marseillaise de Pagnol, qui devient l'un des premiers succès du cinéma parlant français. Avec son différend avec le directeur du Théâtre de Paris, Léon Volterra, Rému ne participe pas à la création sur scène de Fanny, mais reprend néanmoins son rôle dans la version filmée de 1932, dirigée par Marc Allégret. Il continue d'incarner des rôles mémorables dans les adaptations cinématographiques de pièces qu'il a interprétées sur scène, telles que La Petite Chocolatière, L'École des cocottes et Le Roi. Le 28 mars 1936, il échange ses vœux dans la salle de mariage de la mairie du 8e arrondissement de Paris avec Esther Honorine Métayer, actrice de cinéma, mère de leur fille de 10 ans, Paulette. Cette même année, il revêt une dernière fois le costume de César dans le film éponyme de Marcel Pagnol, marquant ainsi la consécration de la trilogie marseillaise, comme un pilier du cinéma français. En 1937, il rejoint la prestigieuse distribution des Perles de la Couronne de Sacha Guitry, puis tourne dans Un carnet de bal de Julien Duvivier. En 1938, il retrouve Pagnol pour incarner le boulanger trompé dans La femme du boulanger, suivi du rôle du puisatier dans La fille du puisatier, tourné au début de l'occupation.
Malgré les sollicitations de la firme cinématographique allemande Continental Film, pour laquelle il tourne, Les Inconnus dans la maison d'Henri Decoing en 1942, il refuse toutes les autres offres en invoquant des engagements contractuels à long terme avec d'autres producteurs, notamment Roger Rijbé. Le 13 septembre 1943 marque un tournant dans la carrière de Rému alors qu'il intègre la Comédie Française en tant que pensionnaire, bien que n'obtenant pas le statut de sociétaire. Cependant, son passage au théâtre français se révèle être de courte durée. Malgré avoir tenu les rôles titres dans 2 pièces de Molière, Le bourgeois gentilhomme et Le malade imaginaire, il se voit confier uniquement un lever de rideau et un acte l'Anglais, tel qu'on le parle de Tristan Bernard. Aucun autre projet, qu'il s'agisse des affaires, sont les affaires ou du voyage de M. Perrichon, ne se concrétisera. Dans une lettre sarcastique, Marcel Pagnol lui écrit « J'espère que dans l'ombre des comédiens du français, tu te trouves au frais et que ta retraite te paraît agréable. » Parmi ses amis figure Paul Chambrion, réputé pour sa connaissance approfondie de Céline et son amitié avec Arletty. Ce n'est qu'en 1946 que Rému renoue avec le cinéma, apparaissant dans Les Gueux au paradis et L'homme au chapeau rond. Ce dernier film marquant sa dernière contribution au 7e art. Le 11 mars 1946, Rému prend la route nationale 6 en voiture, une voie importante reliant Paris à Lyon et à la côte méditerranéenne, en direction de Monte-Carlo, accompagné du dramaturge et réalisateur Yves Mirande. Malheureusement, un accident survient lui causant de graves fractures. Il est rapidement rapatrié à Paris en ambulance et admis à la clinique Lyautey, où il subit une intervention chirurgicale. Après 54 jours d'hospitalisation, il quitte l'établissement le dimanche 6 mai 1946. 4 mois plus tard, il est hospitalisé à l'hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine pour une nouvelle intervention censée traiter les complications de sa fracture au tibia, conséquence de l'accident. Cependant, lors de l'opération, il succombe à une crise cardiaque le 20 septembre 1946, probablement due à une réaction allergique à un anesthésiant. Orson Welles estimait qu'il était le plus grand acteur au monde. Pagnol raconta avoir vu arriver Orson Welles dans son bureau lui demandant « Je veux voir Monsieur Rému ». Marcel Pagnol lui répondit que Rému venait de mourir 2 mois auparavant et vit alors Orson Welles fondre en larmes. « C'était le meilleur de nous tous », dit-il.